et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, on sera avec Cédric Moreau, partenaire chez Sofinnova Partners, et on reviendra sur ce deal conclu avec le géant américain Apollo. Notre entretien est lui consacré à Marc Delcourt, directeur général de Global Bioénergie. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Cédric Moreau, partenaire chez Sofinnova Partners. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Bah oui, point d'actu parce qu'il y a une sacrée actualité qui est tombée récemment et qui concerne Sofinnova. C'est cette entrée largement commentée du numéro 2 mondial du private equity américain Apollo dans le capital de Sofinnova à hauteur de 20%. Un fonds qui s'est d'ailleurs engagé à investir 1 milliard d'euros dans les prochains fonds que vous allez lancer. Sacrée nouvelle. Est-ce qu'on peut revenir tout simplement, dans un premier temps, sur l'entrée du fonds Apollo, le détail de l'opération, qu'est-ce qui l'a motivé à rentrer maintenant, le timing de cette opération, puis peut-être rapidement rappeler, même si je l'ai dit, pour les gens qui nous regardent, qui est Apollo, quel est cet acteur du private equity? Alors, ça fait beaucoup de questions. Beaucoup de questions en une. Mais vous allez séquencer ça très bien. Ouais. La structuration de l'opération. Ouais. Pour comprendre la structure de cette opération, deux éléments qui étaient absolument très importants et essentiels pour nous. Premier point, notre indépendance. Sofinnova, on va célébrer nos 50 ans cette année. Il y a un historique, un héritage et finalement une responsabilité. Oui. Et donc, il était important pour nous de pérenniser, mais de garder cette indépendance. Vous l'avez mentionné, c'est une participation minoritaire, et vraiment minoritaire. Ce n'est pas 49%, c'est 20%. C'est pas mal et donc, même, ça, c'est pour nous un point extrêmement important. Deuxième élément qui nous guidait, c'était comment financer notre croissance. Oui. Et donc, vous l'avez évoqué, Apollo va investir jusqu'à 1 milliard d'euros dans nos fonds actuels et dans futures stratégies. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Sofinnova a une croissance forte sur les dernières années. Il y a 5 ans, Sofinnova, c'était 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, 25 personnes. Aujourd'hui, on est à 2,5 milliards avant le deal Apollo d'actifs sous gestion et on est près de 60 personnes. Donc, cette croissance, on voulait s'assurer de pouvoir la poursuivre. Et donc, vous l'avez mentionné, cette injection de capital à hauteur de 1 milliard d'euros va nous permettre d'assurer cette croissance dans les prochaines années. Et alors, pour Apollo, on rappelle un petit peu qui est cet acteur ? Alors, Apollo, vous l'avez mentionné, un acteur majeur et dans le top 5, comme on dit, des acteurs de private equity et plus généralement de ce qu'on appelle la finance alternative. Donc, ses pairs, c'est les KKR, c'est les Carlyle, c'est les Blackstone. Donc, c'est un acteur qui a plus de 500 milliards d'actifs sous gestion, qui est dans le private equity, dans la dette, dans l'immobilier, et qui, comme d'autres, ont fait le constat qu'ils étaient sous-exposés au secteur de la santé et de l'innovation et du venture en particulier. Alors globalement, ils ont 5 milliards d'actifs dans la santé, mais c'est plutôt des services. C'est pas mal. C'est un chiffre qui, à notre niveau, paraît quand même important, mais c'est 0,8% de leur actif. Donc finalement, pour eux, c'est très peu. Et c'est plutôt investi dans des domaines des services, des infrastructures hospitalières et pas vraiment dans la véritable innovation. Donc pour eux, c'est un moyen effectivement d'accéder rapidement à cette expertise. Et je crois qu'ils ont fait un gros travail de due diligence et on est ravis qu'ils aient sélectionné Sofinnova comme leur partenaire dans les sciences de la vie. On en avait parlé d'ailleurs, Cédric, la dernière fois où vous étiez venu sur ce plateau, sur le rapprochement entre les acteurs du private equity, du capital investissement, notamment en sciences de la vie. On avait mentionné les deals Kurma, Euraseo, Abingworth, Carlyle, LSP et QT. Pour vous, c'est dans la droite ligne de ça, c'est-à-dire cette prise de conscience, vous l'avez évoqué un petit peu, que finalement, aujourd'hui, le Covid, la crise sanitaire a remis en avant les problématiques de santé et que les fonds private equity se sont rendus compte qu'ils en avaient peu, voire très peu en portefeuille. C'est ça. Alors, je me souviens effectivement qu'on avait juste effleuré ce sujet-là au moment d'ailleurs de l'opération entre LSP et QT. Il y a, comme vous l'avez dit, depuis eu une opération majeure en Angleterre avec Abingworth qui a été racheté également par Carlyle. Donc là, déjà, premier commentaire, c'est des opérations de rachat. Donc, vous voyez bien que pour nous, c'était compliqué. Il a fallu vraiment batailler, mais c'était important de garder notre indépendance là où tous les acteurs et toutes ces autres stratégies et transactions
accélération était des rachats de la part de ces gros acteurs du private equity. Donc, point important. Alors maintenant, je pense que si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on peut vraiment se dire que c'est une tendance longue. Parce que finalement, tout ça a démarré en 2018 avec Clarus et Blackstone qui ont fait un deal ensemble. Ça a donné un petit peu le et le point de départ de ce mouvement-là. Et puis, il faut dire qu'on a eu une accélération en 2020. Parce qu'il y a eu le Covid, et donc une accélération des discussions et de cette convergence. Oui. Effectivement, tous ces acteurs se sont rendus compte que la santé était primordiale, que quand tout s'arrêtait, l'économie, la santé continuait, et quand ils regardaient leur exposition au portefeuille, ils ont remarqué qu'ils étaient sous-exposés. Donc, il y a eu ce mouvement-là, et alors on a souvent la question du timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces opérations? On va dire que c'est une approche opportuniste, finalement les valeurs ont chuté, c'est le moment de rentrer. Voilà, alors opportuniste, je ne pense pas, c'est vraiment une tendance de fond long terme, et puis vous pouvez imaginer qu'une telle opération, ça prend du temps. Donc ça a été au moins 2 ans de discussion. Ouais. On a rencontré beaucoup de monde. D'ailleurs, on a été assez positivement surpris par l'appétit, vraiment. Alors, et ça fait toujours plaisir de voir cet appétit-là. Mais effectivement, c'est un process qui a pris du temps, qui a pris près de 2 ans. On discute avec les gens d'Apollo depuis 15-16 mois. Et donc, ça a pris ce temps-là pour finalement aboutir maintenant. Alors, il y a cette convergence de news et de deals qui se fait actuellement. Et moi, je suis assez persuadé que c'est un mouvement, vraiment une lame de fond qui va se poursuivre parce que la santé et ses fondamentaux, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est une chance pour l'Europe, Cédric. Peut-être justement, on parle sans arrêt là aussi de la sous-valorisation des sociétés de santé innovantes en Europe versus les États-Unis, même s'il y a eu une correction assez sévère récemment. Est-ce que finalement cet appétit dont vous avez parlé, c'est une chance désormais pour le secteur des biotech, des medtech en Europe? Alors, c'est une très bonne question. Je me suis posé aussi moi-même cette question. Pourquoi l'Europe? Parce que finalement, quand on parle de LSP, Kurma, Sofinova, Amingworth, c'est que des acteurs européens. Oui. Alors pourquoi? Je crois que c'est une validation finalement de ce qu'on dit, de ce qu'on s'en répète, du fait que quand ces acteurs-là se sont demandé mais comment je peux grandir, comment je peux augmenter mon exposition à la santé, eh bien ils ont fait le constat qu'en Europe, la science était de très bonne qualité, que les équipes dans les fonds étaient des équipes aussi de renommée mondiale et très capables, avec des stratégies très ambitieuses. Et quand on met tout ça vis-à-vis globalement des valorisations, on se rend compte qu'effectivement, quitte à acquérir de l'expérience et de l'expertise, autant investir en Europe. Donc je crois que c'est une validation clair de l'intérêt d'investir dans les sciences de la vie en Europe et de pas toujours se dire que voilà on est moins bien qu'aux États-Unis, qu'en Asie. Non, je crois qu'il y a vraiment là la validation de la force et de l'intérêt de l'investissement en Europe dans les sciences de la vie. Bon, alors on le voit pour le secteur. Moi j'ai envie de savoir ce que ça va changer peut-être pour Sofinova maintenant. Changement de stratégie, il y a plus de moyens pour investir, on vient de le voir. Est-ce qu'il y a des nouvelles cibles, des financements, plus de participation cotée éventuellement? Qu'est-ce que vous allez faire de ces fonds finalement? Non, c'est une bonne question. Alors, changement de stratégie? Non. Non. Ouais. Pourquoi changer quelque chose qui marche finalement? Et Apollo, c'est tout le sens finalement de ce deal minoritaire, c'est qu'ils ont bien compris que ça fait 50 ans qu'on est là, 50 ans qu'on applique une stratégie et 50 ans que ça fonctionne plutôt bien, voire très bien. Donc il n'y a aucune volonté de changer notre stratégie. D'ailleurs, on va avoir une de leurs personnes, Neil, qui était notre champion et responsable de stratégie globale chez Apollo, qui va rejoindre le conseil d'administration. Mais voilà, il n'y a pas plus d'interventionnisme d'Apollo dans notre stratégie. Ils ne vont pas être là pour valider tout ce que vous allez faire. Absolument, ni dans nos comités d'investissement ou autres. Donc, on continue la stratégie. Maintenant, plus de moyens, ça veut dire certainement plus de fonds, plus de moyens à développer, à investir dans nos sociétés. Et donc ça, c'est quand même extrêmement positif. Ça veut dire qu'on va pouvoir doter nos sociétés des moyens nécessaires pour continuer à croître. Et moi, étant dans le fonds Sofinova Crossover Growth, donc le fonds de croissance, j'avoue que j'ai encore plus d'appétit avec ce deal, parce que c'est des choses qu'ils comprennent complètement. On va quelque part être leur incubateur de sociétés en les amenant au marché, à la commercialisation, qui vont être pour eux
potentiellement futurs des investissements ou des acquisitions pour leur société en portefeuille. Et à l'inverse, pour nous, eh bien, c'est un timing aussi et une structure qui est très intéressante et en synergie parce qu'on va pouvoir profiter de leurs moyens, de leur réputation, de l'ensemble de leurs services. Alors, c'est des acteurs du crédit, c'est les acteurs de l'immobilier. Donc, on n'a pas encore défini l'ensemble des stratégies qu'on pourrait développer, mais vous pouvez imaginer qu'on a déjà quelques bonnes idées et qu'avec la puissance de feu qu'a Apollo, on va pouvoir mettre en place de nouveaux fonds et de nouvelles stratégies très prochainement. Voilà, déjà quelques bonnes idées. Vous reviendrez pour en parler avec nous, Cédric. Ce sera avec grand plaisir et merci de votre invitation, Laurent. Merci. Tout de suite dans le journal Biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Marc Delcourt, cofondateur et directeur général de Global Bioénergie. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, la nouvelle qui vient de tomber, toute chose, on est vraiment dans l'actu, dans le journal des biotech, c'est cet accord avec L'Oréal, votre partenaire, pour une commande sur votre ingrédient d'origine naturelle, l'isododécane, à destination des produits cosmétiques. La validation, peut-être la plus évidente de votre stratégie, Marc ? C'est clair en fait. Donc ce qu'on a annoncé, c'est que L'Oréal, mais aussi d'autres acteurs de la cosmétique, ont commandé cet ingrédient. Donc pour rappel, on vient de commencer la production de cet ingrédient dans une unité commerciale qu'on a installée dans l'est de la France, près de Reims, sur le site industriel de Paumacle. Et donc on commence à produire et on annonce aujourd'hui donc on a nos premiers clients. Pas des moindres. Pas des moindres, absolument. Donc L'Oréal c'est notre premier actionnaire. Donc L'Oréal est bien sûr aux premières loges pour pouvoir bénéficier de cette innovation. Et c'est la preuve, la concrétisation de ces années de travaux en commun. Aujourd'hui, donc on a cette première commande. Au total, donc L'Oréal plus les autres, c'est plusieurs tonnes de ce produit. Donc c'est significatif. Plusieurs tonnes dans ce domaine de la cosmétique, c'est pas rien. Et c'est un produit tout à fait particulier, cet ingrédient, puisque c'est un produit à très haute valeur ajoutée. Je vous expliquerai le rationnel et les fondements qui mènent à cette valeur importante. Bon, justement, vous avez parlé de ce site industriel à Paumacle. Quel impact ça va avoir sur sa production ? Il va falloir tout de suite mettre les bouchées doubles. Au contraire, ça s'inscrit parfaitement finalement, ça coulisse parfaitement avec ce que vous aviez prévu pour la montée en puissance de votre production ? Alors, on ne peut pas tellement mettre les bouchées doubles, on les met déjà. Mais en fait, quand on démarre une unité industrielle, il y a un scénario, il y a un temps, il y a des choses à faire. Et donc, ce démarrage, il a eu lieu donc, en avril. Et puis, on continue d'augmenter la capacité de cette unité qui devrait atteindre 100 tonnes par an à horizon fin de l'année. Donc, le ramp-up se passe bien, il y a plein de choses en cours. Et voilà, tous les clignotants sont ouverts sur cette unité. Alors justement, vous expliquez la valeur intrinsèque de l'isododécane. Pourquoi justement on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler une commodité, finalement, un produit d'appel peu cher. Finalement, là, il y a beaucoup de valeur ajoutée quand je vous écoute dans la fabrication de ce produit. Alors l'isododécane, c'est une grande molécule de la cosmétique. Il y en a plusieurs dizaines de milliers de tonnes dans la cosmétique, dans différents segments. Les soins capillaires, les soins de peau, le solaire, etc. Et puis il y a un marché particulier qui est le maquillage. Dans le maquillage, l'isododécane, c'est la clé de la longue tenue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la base de formulation de tout le maquillage longue tenue, celui qui tient 24 heures. Donc il y a un maquillage technique qui est en croissance, qui permet de travailler toute la journée sans avoir à se remaquiller, qui permet d'aller dans des environnements humides, à la mer par exemple, avec un maquillage qui tient. Et donc ce maquillage longue tenue, il est toujours formulé base isododécane pour des raisons techniques, ça fait 50 ans que c'est comme ça. Et l'isododécane aujourd'hui, il n'est pas d'origine naturelle. C'est un dérivé du pétrole. C'est un dérivé du pétrole. Pour la première fois, on fait cette molécule d'origine naturelle. Dans ces produits de maquillage longue tenue, c'est le premier ingrédient en volume, c'est 40%. Donc les autres ingrédients pourraient être choisis parmi des composés d'origine naturelle, donc les pigments, les cires, etc. Mais si on n'a pas de l'isododécane naturel, on sera plafonné à 60% de naturalité, puisque les 40 autres % resteront d'origine pétro. Et donc nous, on amène avec notre isododécane d'origine naturelle, la dernière brique, mais la plus importante. Et donc on est dans un cas de figure absolument unique dans ce domaine de la biologie industrielle, des produits biosourcés. On a un produit qui est incontournable. On a un produit qui est sur un segment à très haute valeur ajoutée.
puisque le maquillage, c'est le segment le plus cher de la cosmétique. Le maquillage, c'est des milliers d'euros le kilo, si on rapporte ça au volume. Ouais. Et on a la clé de la naturalité. Donc nous, le rationnel, on s'est dit, combien ça vaut cette naturalité dans le maquillage longue tenue? Et on a fait l'hypothèse que ça valait 1 euro. Donc 1 euro par unité. Si, par exemple, une unité de maquillage longue tenue des grandes marques, c'est 30 ou 40 euros. Et on se dit, pour 1 euro de plus, vous avez la naturalité. Est-ce que ça, les grands groupes, les acteurs sont prêts à mettre 7 euros de plus? Est-ce que le marché est prêt à mettre 7 euros de plus? La réponse qu'on est en train d'obtenir, c'est que oui, cette équation, elle fonctionne. 1 euro par unité. Dans une unité, il y a 5 grammes de produits environ, dans une unité de maquillage, dont 2 d'isododécane. Ça fait 1 euro les 2 grammes. 1 euro les 2 grammes, c'est 500 euros le kilo. Et donc, on se retrouve dans un business case unique, 500 euros le kilo pour un produit qui est compliqué à faire, mais qui est quand même pas une molécule pharmaceutique, c'est pas une molécule très complexe. Un produit simple qu'on peut faire en différentes étapes. Donc il y a toute une filière en fait pour le produire, avec une très haute valeur ajoutée à la fin. C'est ça qui nous fallait, c'est ça qu'on avait choisi dans notre stratégie il y a maintenant 3 ans comme point d'entrée dans ce marché des dérivés d'isobutène. Notre procédé fait de l'isobutène, plein de dérivés. Il y en a un, c'est l'isododécane. Avec un marché spécifique, le maquillage, c'est notre point d'entrée. Justement, vous étiez venu sur le plateau nous présenter cette gamme de cosmétiques, Last, justement, à longue tenue. Ça a été pour vous le concept de preuve, si je puis dire, que ça fonctionnait, que ça marchait, et sans doute peut-être un argument qui a pu convaincre les partenaires? Alors ça a tout changé, c'est-à-dire que ça a servi de gamme de démonstration. On a pu montrer que le maquillage longue tenue pouvait exister en version naturelle. Concrètement, ces produits sont là. C'est notre. Là, vous avez ici un rouge à lèvres, premier rouge à lèvres, à la fois longue tenue et 95% d'origine naturelle. On a pu montrer techniquement qu'on le faisait. Cette gamme, elle a eu un énorme succès d'estime. On a gagné 2 prix, donc le prix professionnel du journal Cosmétique Mag et puis le prix grand public de Marie-Claire. Donc c'est vraiment pas rien et on commence à vendre. Le boulot de cette marque, c'était de nous positionner dans le maquillage, de nous mettre en position de vendre l'ingrédient qui est la solution pour atteindre cette naturalité. Ça a parfaitement fonctionné et puis maintenant, on commence à vendre pour de vrai. Et donc, on se dit que cette marque a peut-être un avenir commercial. Mais l'essentiel de sa mission est déjà rempli. C'était une gamme de démonstration. Vous serez présent dans quelques jours, Global Bioénergie, sur le salon Make Up in Paris. Il y a cette gamme de cosmétiques, il y a cet accord qui vient de tomber. De quoi, à votre avis, éveiller sans doute l'intérêt d'autres grands industriels ou grands groupes de cosmétiques sur votre technologie, Marc? Alors, au salon Make Up in Paris, on y va non pas avec notre gamme de maquillage, mais avec l'ingrédient qui permet de répliquer cette gamme, qui permettra au grand nom de la cosmétique de répliquer cette gamme. Donc, de faire du maquillage longue tenue d'origine naturelle. Donc, cet ingrédient, il est là. C'est une huile sèche, ça s'appelle. Donc, c'est une huile, mais qui ne laisse pas de traces de gras. C'est translucide, vous pouvez voir. Et on y va avec cet ingrédient pour rencontrer de nouveau tous les grands groupes de cosmétiques et promouvoir cet ingrédient. On l'a déjà fait au grand salon des ingrédients cosmétiques qui a eu lieu Porte de Versailles il y a 2 mois et on a eu une affluence incroyable. On a eu plus de 100 rendez-vous en 3 jours. Donc on est sorti avec plein de discussions en cours et aujourd'hui des perspectives commerciales qui se renforcent semaine après semaine. Bon, voilà pour le volet cosmétique, si je puis dire, mais la technologie de Global Bioénergie, elle permet notamment de produire des biocarburants, en particulier du biokérosène. Est-ce que là aussi, on sent un frémissement? Est-ce qu'on sent le marché de l'aviation prêt à passer au carburant vert? Ce qui serait aussi un débouché incroyable. Alors, on sent ce frémissement, c'est-à-dire que le démarrage de cette unité et donc d'une production régulière maintenant qui va augmenter d'ici la fin de l'année, ça nous a généré plein d'appels entrants. Alors pour mémoire, les biocarburants, c'est un domaine qui a connu des hauts et des bas. C'était plutôt un haut il y a 10 ans, et puis il y a eu un espèce d'hiver des biocarburants dans les années 2015-2019, où là, les carburants étaient considérés comme dépassés.
et n'était plus dans l'arsenal technologique pour lutter contre le réchauffement climatique. Le sujet du réchauffement climatique, maintenant, il devient extrêmement présent. On commence à s'apercevoir des dégâts qu'on a faits et des réparations. Et il va falloir déjà limiter, réduire notre production de CO2 et puis réparer ces dégâts. Et les biocarburants, de nouveau, apparaissent comme une des solutions. Ouais. Absolument. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'appels entrants, on a des discussions qui sont facilitées avec des grands acteurs du domaine des carburants. Nous, ça nous renforce dans la position qu'on a eue, qui est de ne jamais lâcher les biocarburants. Vous vous souvenez, l'an dernier, on a fait voler notre premier avion. Même dans ce qu'on a appelé cet hiver des biocarburants, nous, on a continué à travailler sur le sujet. Aujourd'hui, on a focalisé nos efforts sur le carburant d'aviation, sur le biokérosène. On se dit que c'est là qu'il va vraiment y avoir... qu'il n'y a pas d'autre solution à court terme que de faire du biokérosène. Il n'y a pas d'avion électrique, l'avion à hydrogène, c'est loin. C'est encore loin, oui. Et donc, on se dit qu'on a vraiment que le monde a besoin de nous, en fait, pour réduire les émissions de CO2 dans ce segment-là. Et donc, on continue à travailler d'arrache-pied sur ce segment. On espère avoir la certification. Oui, quand est-ce que j'ai du biokérosène Global Bioénergie dans mon avion? En 2022, on devrait avoir la certification, c'est-à-dire l'autorisation de vendre. Ouais. Maintenant, attention, le biokérosène, ça ne se vend pas au même prix que les ingrédients maquillage. Ouais. Ça se vend beaucoup moins cher. Beaucoup ça veut moins dire... cher, ouais. Ah bah, mais plus cher que le kérosène traditionnel quand même, Marc. Plus cher que le kérosène traditionnel, mais moins cher que les ingrédients cosmétiques. Et donc, il va falloir qu'on arrive à baisser nos coûts de production. Nos coûts de production, ils sont encore élevés. Notre unité, c'est une petite unité centrée sur les ingrédients donc à haute valeur ajoutée. Il nous faudra une bien plus grosse unité. Il faudra une technologie qui soit au maximum de ses performances. Et ça, on pense y arriver d'ici 5 ans. D'ici 5 ans. Forcément, les gens à la bibliothèque, il y a toujours un moment où on parle finance. Comment tout ça va impacter votre trésorerie? Vous en êtes où? Quelle est votre autonomie? Alors, on vient de lever des fonds. Ouais. Donc, on a levé 14,5 millions d'euros à fin décembre 2021. Il nous restait un peu de trésorerie. Donc, la société est bien financée aujourd'hui. On a commencé l'année au-dessus de 20 millions d'euros de trésorerie. Et puis, le burn rate qu'on avait l'an dernier, c'était environ 1 million d'euros par mois. Donc, aujourd'hui, on a de la visibilité. On a aussi un basculement dans un monde industriel, donc on a des nouveaux sujets, on a des sujets de besoin de fonds de roulement, on a des sujets de financement donc de cette activité qui est en gros compensée par les ventes. Donc aujourd'hui on annonce qu'on a des premières ventes et cette activité commerciale ne devrait faire que croître et embellir. Donc la société bascule un peu d'un monde vers l'autre. Ce nouveau monde qui nous attend, c'est vraiment un monde tiré par le commercial, tiré par le développement industriel. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on aborde ce monde en force, avec une trésorerie suffisante pour tenir un bon moment et une situation industrielle, une situation commerciale qui sont très, très satisfaisantes. Voilà, on aborde ce monde en force. Le message optimiste de Marc Delcourt, cofondateur et directeur général de Global Bioénergie. Merci beaucoup, Marc. Merci. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.